entre deux vagues, on ne devrait plus être en urgence sanitaire. C'est mon opinion. Le gouvernement pourrait venir nous injecter de force le vaccin chez nous? Ça, théoriquement, oui. Les cours ne sont pas encore prononcés sur la légalité même du passeport vaccinal et les lois sont présumées comme étant légales jusqu'au procès en fond, jusqu'à la décision finale. Bonjour et bienvenue à Juste pour savoir, cette émission où on reçoit des professionnels de différents milieux qui ont tous des expertises en lien avec la pandémie. On leur pose des questions, les questions qu'on se pose tous. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec 3 avocats. On va parler de droit, de nos droits. Je suis Héloïse, votre animatrice de la chaîne Hélo veut savoir. J'insiste sur le fait que nos invités n'ont aucun conflit d'intérêt et qu'ils parlent en leur nom uniquement aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter. Je vais commencer par, à ma gauche, j'ai Maître Hans Mercier. Vous êtes donc devenu membre du Barreau du Québec en 2004. Déjà en stage, vous n'hésitiez pas à vous attaquer au statu quo pour défendre les libertés individuelles et remédier aux injustices. Vous avez livré bataille pendant des années à la puissante Fédération des producteurs acéricoles, obtenant succès où plusieurs croyaient que c'était impossible. On vous a d'ailleurs vu dans le documentaire Dirty Money sur Netflix. Vous n'avez pas hésité à défendre la liberté d'association des étudiants et des agriculteurs, pris sous le joug d'accréditation monopolistique rarement remise en question. Vous avez aussi permis aux 47 familles des victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic d'obtenir justice contre des méga-corporations pour des compensations sans précédent en droit canadien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'enchaîne avec Maître Natalia Manolé. Maître Manolé, vous avez votre pratique privée à Westmount à Montréal et vous œuvrez dans les domaines du droit constitutionnel, civil et familial. Vous avez déjà travaillé sur d'importantes affaires constitutionnelles d'intérêt public. Vous avez, par exemple, été l'avocate dans le dossier sur l'aide médicale à mourir. Merci d'être avec nous. Merci. Je termine avec Maître William Desrochers. Merci d'être là. Maître William Desrochers est diplômé de l'Université d'Ottawa. Vous pratiquez le droit à Gatineau en pratique privée depuis 10 ans. Plaideur polyvalent, vous avez touché à un large éventail de dossiers au fil du temps, que ce soit en droit civil ou en droit familial. Et vous êtes aussi médiateur familial accrédité et professeur de droit à temps partiel. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et on a beaucoup de questions depuis le début de la pandémie en lien avec nos droits, en lien avec nos libertés. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de recours qui ont eu lieu depuis déjà presque 2 ans. Pourquoi la plupart de ces recours contre les mesures sanitaires ont échoué? Bien, la première raison, c'est sûr que les avocats qui prennent ces dossiers-là ne sont pas très bons. Il ne faut pas se le cacher. Non, c'est pas vrai. En fait, les recours ont échoué. On est encore au début. La justice, elle n'avance pas rapidement. Donc, sauf exception, les jugements qu'on a jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle des ordonnances de sauvegarde ou des demandes de sursis. Donc, ce n'est pas des dossiers au fond. Donc, en réalité, les dossiers n'ont pas vraiment été rejetés. Donc, et ça, c'est l'erreur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans les médias, c'est mal présenté, où les gens pensent que ces causes-là sont terminées, que ça a été perdu, mais dans les faits, effectivement, c'est des recours exceptionnels pour être applicables en attente de procès, en fait. Pour que les gens comprennent bien, c'est comme temporaire pendant la partie, mais on n'est pas rendu au match. C'est comme une préparation, là. C'est un peu comme un réchauffement dans une partie sportive. En fait, juste pour qu'on comprenne tous, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si on vulgarise les termes juridiques, c'est qu'il n'y a pas de cour qui s'est déjà prononcé sur la légalité des mesures qui ont été instaurées par le gouvernement par rapport à la COVID-19. Il n'y a aucun jugement qui a été rendu. En fait, c'est que vous n'êtes même pas rendu à être entendu. Exactement. Et c'est seulement lors du procès au fond que la Cour va pouvoir se prononcer sur la légalité des mesures instaurées par le gouvernement en réponse à la COVID-19. Ça peut prendre encore du temps. Pour que les gens comprennent bien, là, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sont divorcés puis ont tous fait cette expérience-là. Et essentiellement, ce qu'on est, c'est les ordonnances de sauvegarde quand ils disent, bien, en attendant qu'on fasse le procès du divorce, bien, l'enfant doit rester avec quelqu'un. Donc, il faut se prononcer parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir le juge au fond pour savoir avec qui au final, va avoir la garde. Mais ça, c'est la même chose. C'est que là, on détermine pendant le procès qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, entre guillemets. Et c'est normal que les gens soient mêlés parce que même les avocats, on ne le sait pas, on ne les a pas les réponses parce que justement, les juges ne se sont pas encore prononcés. Donc, on peut tous avoir une opinion comme avocat pour dire, bien, on pense que telle chose est légale ou pas légale, mais tant qu'un juge n'aura pas tranché, puis même dans des cas comme ça peut aller jusqu'à la Cour suprême. Et malheureusement, les tribunaux ne sont pas très rapides. Le seul cas
historiquement, qui avait été très, très, très rapide, c'était la fameuse cause d'avortement, parce qu'à ce moment-là, il fallait décider si, oui ou non, la femme avait le droit de se faire avorter. Et donc, évidemment, il y avait un délai inhérent. Et là, les cours, vraiment, ont pris des mesures. Et moi, ce que je déplore actuellement, c'est que les tribunaux ne prennent pas assez cette crise-là au sérieux, puis ces droits fondamentaux-là devraient avoir le même genre de traitement et traités en urgence et rapidement. Et actuellement, c'est plutôt le contraire. Ils ne sont pas traités en urgence. Bien, ils sont censés l'être, mais le problème, c'est que c'est des procédures qui sont exceptionnelles. Ouais. Donc, les juges ne sont pas habitués de les entendre. Et au niveau du procureur général, eux ont tout intérêt à gagner du temps pour protéger leurs mesures. Donc, ils vont prendre des mesures dilatoires ou ils vont faire de la procédurite un peu pour que ça dure plus longtemps. Et c'est ce qui fait que c'est très, très, très difficile de réagir parce que c'est pas normal qu'un gouvernement gouverne à tous les 10 jours, là. Bien, ça m'amène justement à cette question-là, parce qu'il ne faut pas oublier, depuis le début de la pandémie, on n'a plus vraiment de démocratie. Elle a été mise sur pause, puis donc on gouverne par décret. Exact. Est-ce que vous pouvez parler de cette loi-là un peu, Maître Bien, Mercier? ça découle de la loi sur la santé publique, où il y a un article spécifique qui permet de déclarer, dans des cas où il y a des menaces graves à la santé des gens, ce qu'on appelle un état d'urgence. Un état d'urgence qui nous permet exceptionnellement de gouverner par décret, comme les rois et les reines faisaient dans le temps et où, heureusement, c'est révolu aujourd'hui dans la démocratie. Et ils peuvent le renouveler pour une période de 10 jours. Par contre, là où il y a une problématique, c'est que, normalement, ils disent que ça peut être fait pour 10 jours sans délibérer à l'Assemblée nationale, donc de façon antidémocratique. Et ensuite de ça, ça pourrait l'être fait pour une période de 30 jours avec un débat à l'Assemblée. Mais là, le problème, c'est qu'on contourne cette disposition-là d'une certaine façon, et c'est là qu'est tout le débat, parce qu'à quoi ça sert d'avoir 30 jours si on peut le renouveler à tous les 10 jours pendant 2 ans? Et la question légitime qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore parler d'un état d'urgence quand ça fait 2 ans que ça dure? Puis est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de faire des débats pour s'adapter à la crise? Ouais, l'état d'urgence sanitaire, je veux dire, les avocats ont leur interprétation de ce que c'est, de ce que ça devrait pas être. Pour moi, en tout cas, c'est qu'entre 2 vagues, on ne devrait plus être en urgence sanitaire. Ouais. C'est mon opinion. Tout à fait. Mais, tu sais, la contester, encore là, ça va changer quoi quand on a un gouvernement majoritaire? Ça lui met des bâtons dans les roues, ça rend les choses plus difficiles, mais la CAQ pourrait très bien aller à l'Assemblée nationale passer une loi sur la COVID où on aurait une gouvernance similaire. Donc, qu'est-ce que ça changerait? Pas grand-chose. Bien, il y aurait minimalement un débat. Je pense que c'est là l'importance en démocratie de dire tu passes pas free en bon français. Tu es obligé de te faire questionner sur tes mesures puis d'amener devant le public des questions légitimes, ce qui actuellement manque cruellement. Il n'y a pas de débat. Comme le pass sanitaire qui est passé vraiment comme du beurre dans le poêle sans qu'il y ait vraiment de débat autour de la question, puis pourtant qui amenait des questions fondamentales par rapport à est-ce qu'il était discriminatoire, est-ce que ça faisait de la ségrégation, est-ce qu'il y avait un fondement scientifique. Selon vous, est-ce que le pass sanitaire est discriminatoire? Je sais pas. Bien, évidemment, moi, j'ai pris le recours, donc ma position est assez claire sur la question. Juste pour le dire, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes en recours présentement. Oui. Bien, à un moment donné, moi, je l'ai pris à titre personnel. Premièrement, parce que je n'ai pas aimé l'expérience du passeport. Puis deuxièmement, pour moi, c'était un cas évident de ségrégation. À tort ou à raison, moi, je fais partie de ces gens qu'il n'y a rien de tel que de la discrimination positive. La discrimination, c'est de la discrimination. Puis dans une société libre et démocratique, il ne devrait pas en avoir. Oui. Et pour moi, c'est ça qui est choquant. Et c'est ce qui faisait... C'était bizarre parce que les gens disaient « Bon, mais t'es vacciné, tu sais, t'as juste à le prendre, le passeport. » Je dis « Oui, mais... » Je veux dire, c'est pas normal qu'un jeune de 16 ans qui travaille à l'accueil d'un cinéma ou d'un restaurant ait autant de pouvoir à mon égard qu'un policier puisse contrôler mon identité puis mes allées et venues. Votre dossier médical aussi? C'est parce qu'on voit toujours... Le problème, c'est quand les gens voient toujours ça, ça va bien aller, très rose, c'est le scénario parfait. Mais qu'est-ce qui arrive quand le petit jeune ne connaît pas bien la loi? Ou pire encore, il vous aime pas. Il vous connaît, puis il vous aime pas. Vous avez déjà été son coach de hockey, puis vous l'avez benché, puis là, il vous en veut. Puis là, vous rentrez, « Ah non, il est pas bon, ton passeport. » Tu sais, tu lui donnes du pouvoir à ce civil-là qu'il ne devrait pas avoir de façon non contrôlée. Et c'est ça que les gens ont... On est tellement dans la crise qu'on dirait qu'on ne le voit plus. On manque ce recul. Mais, légalement, est-ce que c'est une discrimination? Ça dépend de comment on le voit, parce qu'on discrimine sur le statut vaccinal. Mais généralement, la discrimination est interdite sur des motifs, sur des choses qu'on ne peut pas changer. La race, le sexe, l'âge. Mais le statut vaccinal... Oui, mais le statut vaccinal, en principe, c'est quelque chose qui se change. Donc, c'est là où c'est délicat. Mais il y en a que c'est tellement
attachés à qui ils sont. C'est tellement intimement L'orientation personnel. sexuelle aussi est un motif de discrimination, puis c'est quelque chose qui, en théorie, peut changer. Mais le problème, c'est que même si on peut changer le statut vaccinal, en fait, donc on peut considérer que ça ne peut pas être en fait considéré comme un motif de discrimination parce que c'est pas comme la race ou la couleur, voilà. C'est parce qu'il faut en fait abandonner ses croyances religieuses, par exemple. Donc, il faut abandonner des droits fondamentaux pour changer cette caractéristique personnelle. Donc, c'est là, je trouve que peut-être l'argument peut être fait. Mais quand je disais avant, justement, les cours ne sont pas encore prononcés sur la légalité même du passeport vaccinal et les lois sont présumées comme étant légales jusqu'au procès enfant, jusqu'à la décision finale. Donc, on présume que le passeport vaccinal est légal. Donc, du moment que toutes les mesures depuis le début de la pandémie, ce que je comprends, sont présumées comme étant Exactement. Oui, il y a une présomption. Il n'y a jamais un toutes les débat lois. autour de ça. C'est juste seulement au procès final. Et les jugements que nous avons vus jusqu'à date, qui portaient sur des injonctions provisoires, par exemple, ce sont des petits jugements qui ne se prononcent pas sur la légalité de la mesure, du règlement contesté. Ces injonctions provisoires-là, ces jugements en fait sur les injonctions, sont rendus suite à une audience sommaire qui n'a pas de témoin, qui n'a pas d'expert, pas d'expertise, pas de documentation. C'est seulement suite au procès enfant, avec des témoins, de la documentation, qu'un juge va pouvoir se prononcer sur la légalité de la mesure. Donc, c'est pour ça que Maître Mercier, par exemple, ou moi, ou Maître Desrochers, nous n'avons pas eu encore accès aux documents dont nous avons besoin du gouvernement parce que le juge, en fait, il ne nous accorde pas le droit d'avoir ces documents-là, sauf pour se rendre au procès au fond. Donc, vous n'avez pas le droit à avoir cette documentation-là. Elle ne vous est pas rendue accessible? Pas encore. En théorie, on devrait l'avoir éventuellement, mais il peut y avoir certaines objections, tout ça, quand on va être rendu au stade des interrogatoires. Et ça, ça prend trop de temps. Et pour moi, c'est l'autre grosse problématique de la crise, le manque de transparence. Il y a plusieurs juridictions qui donnent l'information de façon très disponible. Ici, tout ce qu'on a, c'est des statistiques à l'INSPQ, des choses comme ça, mais les documents, quand on a appris d'ailleurs récemment, justement, dans un débat à l'Assemblée nationale, donc même quand il y a un gouvernement majoritaire, c'est utile d'en avoir un, parce qu'il y a un membre de l'opposition qui a dit « Écoutez, il n'y a pas de procès-verbal de vos réunions, de votre comité d'urgence. C'est comment on va faire après pour dire au juge ces décisions-là étaient correctes ou pas correctes si on n'a aucune trace de... C'est un gros manque criant de transparence. Sur quelle base elles ont été prises, sur quelles données, qu'est-ce qui a été supposé, les pour et les contre, qu'est-ce que les experts ont dit aux ministres pour que les ministres prennent une décision éventuelle. Et non, ils ne sont pas obligés de suivre la santé publique. Sauf qu'on peut, à tout le moins, savoir pourquoi ils l'ont suivi ou pas suivi. Et ça, actuellement, c'est un manque criant. C'est impossible. On ne pourra même pas le savoir, en fait. C'est-à-dire que, pas pour l'instant, mais moi, je m'en viens bientôt à la partie du procès où je vais devoir interroger des membres du gouvernement. Et là, je vais leur demander d'avoir ces documents-là. Est-ce que oui ou non, ils vont accepter de les fournir? Est-ce qu'ils vont évoquer des privilèges, exemple, de confidentialité? Ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas parce qu'on est en matière publique. Ouais. C'est là que tout va se passer. Là. C'est des dossiers qui sont longs. Là. Même si on veut aller rapidement, c'est très complexe ce qui se passe. Puis le gouvernement, on peut bien leur dire, le gouvernement essaie de gagner du temps. Mais le gouvernement, ce qu'il projette, c'est que nous autres, on est en pleine crise, ça va pas bien au Québec, puis vous autres, vous venez contester nos affaires, puis là, ça rempire. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, les tribunaux sont aussi réticents de serrer la vis, puis ils sont sensibles à ça, puis ils veulent pas outrepasser leur rôle, qui est de contrôler la légalité des décrets et des lois, et non pas l'opportunité. Et ça, on l'entend très souvent de la part des juges, de dire « moi, je ne fais pas de la politique ». C'est aux élections que vous décidez qu'est-ce qui est l'opportunité politique. Moi, c'est vraiment la légalité que je décide. Et l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que même si on a un jugement au fond, il ne fait pas l'état du droit. Admettons qu'on gagne. Mettons que Maître Mallory gagne son recours au fond. Le PGQ peut aller en appel à la Cour d'appel. Le procureur général du Québec, l'avocat du gouvernement, peut aller à la Cour d'appel. Et après ça peut aller à la Cour suprême. Et tant qu'on n'a pas vidé tous les stades d'appel par un refus ou un jugement final,
l'état du droit n'est pas déterminé. Oui, je comprends. Donc, malheureusement, encore là, c'est des délais, malheureusement, qui sont normaux dans le système de justice, et le système de justice est mal adapté pour gérer des crises ponctuelles. C'est ça. Comme En celle fait, ce qu'on constate avec la pandémie, c'est que nos systèmes, le système de santé, le système judiciaire, avaient déjà des failles, et puis ça a comme exacerbé ces failles-là. Ça m'amène à une question pour vous, Maître Manolé. Est-ce que, selon vous, il y a des incohérences légales dans les mesures sanitaires? Il y en a énormément du point de vue juridique. Je ne m'exprime même pas du point de vue scientifique. Non, de la tout est politique. cohérent, voyons. Mais On n'a pas de problème. En parlant même strictement du point de vue juridique, à mon avis, oui, il y en a énormément. Juste pour vous donner des exemples. Moi, je représente les travailleurs de la santé non vaccinés. Selon un décret en date du 24 septembre 2021, les travailleurs de la santé non vaccinés, il y avait plus de environ 20 000 travailleurs de la santé non vaccinés à cette époque-là. Ils n'avaient plus le droit de travailler. Donc, en fait, ils étaient suspendus sans solde pour une durée indéterminée. Et nous avons contesté, en fait, cette mesure à la Cour. Mais le 27 octobre, nous avons eu l'audience devant le juge qui portait sur cette injonction provisoire dont on parlait tout à l'heure. Et quand je disais justement, il n'y avait pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage au stade de l'injonction provisoire, donc pas de témoignage, pas d'expertise, pas de témoignage d'experts. Donc il faut se fier aux déclarations du gouvernement. Et donc la déclaration du gouvernement le 27 octobre 2021, c'était qu'il n'y aurait pas de bris de service, parce que nous, on avançait en fait la théorie qu'il y aurait un bris de service catastrophique. Mais voilà, donc selon la déclaration sous serment des employés du gouvernement et de la sous-ministre, il n'y aurait pas de bris de service, tout était sous contrôle. Quelques jours plus tard, 6 jours plus tard, le 3 novembre, voilà, on a la déclaration du ministre de la Santé. À cause du bris de service, on doit reculer sur l'obligation vaccinale des travailleurs de la santé. Ils sont revenus sur leur décision. Oui, mais le juge, par contre, le 27 octobre, lui, il doit se fier aux déclarations sous serment de la sous-ministre du ministère de la Santé. Et voilà, donc, tout à l'heure, vous nous avez demandé pourquoi les jugements sur l'injonction provisoire échouent. Mais voilà pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas le contrôle de ce que le gouvernement dit sur l'injonction provisoire. On ne peut pas les contre-interroger. On n'a pas le droit, en fait, de contester parce qu'il y a cette présomption très forte que ce qu'ils disent est vrai. Ah ouais, je comprends. Et dans une certaine mesure, c'est normal que ce ne soit pas trop facile d'empêcher le gouvernement de gouverner, sinon ça deviendrait ingérable. Sauf que là, on a des cas qui sont exceptionnels. Et justement, on dit... il y a un problème aussi au niveau du discours ambiant, au niveau de la couverture des médias qui actuellement est très unilatéral, très biaisé. C'est malheureux, il y a un manque de débat. Parce que dans mon livre à moi, le recours de Maître Manolé, c'est une victoire. Parce que même si elle a perdu devant le juge, après... le gouvernement peut dire qu'elle avait raison. C'est ça. Et ça, souvent, ça se fait très souvent en politique, c'est que pour ne pas perdre la face, on va tout simplement se retirer et rendre le recours théorique. Mais le juge ne vous avait pas donné raison. Non. Et le juge, justement, et là, on n'a pas l'odieux de dire on a perdu, le juge nous a cassé parce qu'on a reculé avant. Et il y en a eu des cas de victorieux. Et puis, le problème, c'est qu'encore là, le discours est tellement monolithique qu'on n'en parle presque pas. Mais le cas des itinérants, les tribunaux ont donné raison. Pouvez-vous nous situer? C'est qu'à l'époque où il y avait le couvre-feu, oui. les itinérants allaient se cacher des policiers pour ne pas avoir d'amende pour le couvre-feu. Ils mourraient de froid parce qu'ils allaient se cacher. Et il y a eu une injonction interlocutoire pour venir dire, bien, écoutez, visiblement, le couvre-feu ne s'appliquera pas aux itinérants. Non. Et ça, le gouvernement n'a pas contesté. Non, mais je veux dire, c'était une évidence. Mais encore, tu sais, pour moi, ça parle beaucoup de venir dire... on a pris une mesure sans trop savoir ce qu'on faisait, puis là, on ne conteste pas parce qu'on se rend compte qu'on a fait une méchante bourde. Ça montre que le gouvernement n'est pas parfait et que c'est légitime de questionner les mesures. Dans le dossier des travailleurs de la santé, justement, les avocats du gouvernement disent constamment à la Cour que nous avons gagné. Donc, ce n'est pas leur position qu'on a perdue. Donc, ça, c'est intéressant. Mais pour continuer avec les incohérences, parce que vous m'avez posé justement la question sur les incohérences juridiques, donc, les travailleurs de la santé non vaccinés ont été en fait suspendus sans solde parce qu'ils étaient vaccinés. Et finalement, ils ont reculé sur cette obligation-là.
Et par la suite, ils ont adhéré à cette option, en fait, qu'ils peuvent se faire tester régulièrement et garder leurs emplois. Et pour éviter également le prix de service. Et c'est ce que nous avions avancé comme thèse, en fait, dans le dossier. Et quelques jours auparavant, ils avaient dit non, que ce n'était pas suffisant, que les patients, les usagers, la population n'étaient pas protégés suffisamment si les travailleurs de la santé se faisaient tester régulièrement. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À peine un mois plus tard, finalement, le gouvernement a décidé que les travailleurs de la santé non vaccinés, non seulement qu'ils pouvaient travailler, mais maintenant, ils doivent travailler même s'ils sont testés positifs à la COVID. Ah, OK. Mais les mêmes travailleurs de la Léger santé, revirement. Ouais. dans certaines conditions, mais les mêmes travailleurs de la santé qui sont testés positifs, qui sont non vaccinés et qui doivent continuer à travailler, ils ne peuvent bénéficier pas de primes, par exemple, des montants forfaitaires. Et ils Même ne s'ils peuvent font pas... du surtemps, vous voulez dire, par prime? Exactement. OK. Et même s'ils doivent travailler, tout comme les travailleurs de la santé vaccinés, et ils ne peuvent pas toucher aux primes, par exemple. Et en même temps, on les force donc de travailler, on les oblige dans certaines conditions de travailler, même s'ils sont testés positifs, mais on ne leur permet pas de changer de poste, même à l'intérieur du même établissement, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et pour vous donner un exemple, un travailleur de la santé non vacciné qui est testé positif, il doit travailler, mais il n'a pas le droit de changer de département dans le même hôpital, de changer, disons, pour passer du temps partiel à temps plein ou du temps plein à temps partiel. Et bien sûr, il n'a pas le droit de changer d'établissement non plus. Donc, c'est une incohérence juridique. Ouais. Et aussi, le même travailleur de la santé non vacciné, testé positif ou testé négatif, qui doit travailler, il n'a pas le droit de voir son proche dans le même hôpital, par exemple, Ah oui, parce qu'il ne peut pas être un proche aidant. dans sa qualité de proche aidant. OK. Donc, imaginez maintenant un travailleur de la santé, vacciné ou pas vacciné, eux, ils peuvent voir leur proche aidant, par exemple, mais un travailleur non vacciné, testé négatif, lui, il n'a pas le droit de voir son proche aidant en sa qualité de son proche, en qualité de proche aidant. Mais il peut travailler auprès d'une centaine d'usagers pour les aider. Ça, c'est une incohérence. C'est ça, en fait, elle est flagrante, là, et puis j'imagine que c'est un exemple parce qu'il y en a plusieurs, là. Et justement, je représente les travailleurs de la santé non vaccinés, mais je représente également les proches aidants non vaccinés qui veulent aider leurs proches. Et parmi ces proches aidants, il y a des travailleurs de la santé non vaccinés qui travaillent à temps plein auprès des usagers, mais ils ne peuvent pas aider leurs proches. Wow, c'est incroyable. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller les voir durant leur pause? Mais en fait, légalement, non. Légalement, non. Ouais. Ah non, c'est des exemples comme ça. Puis là, on a toujours des gens comme procureurs qui nous appellent, puis on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est toujours des solutions complexes et très, très, très ponctuelles. Exemple, j'ai eu un accident avec ma conjointe. Ma conjointe est aux soins intensifs, je ne suis pas vacciné, je ne peux pas aller la voir. Ah, bien, elle n'est pas en danger de mort. Écoute, elle est aux soins intensifs. Là. Ouais. On vient d'avoir un accident de voiture. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avant qu'on prenne le fossé. Ça se produit à tous les jours. Pour moi, c'est inhumain, c'est impensable. Mais surtout dans la situation actuelle du prix de service, ne pas permettre aux proches aidants non vaccinés testés négatifs de voir leurs proches, c'est juste contraire à l'intérêt surtout public qu'on sait de et au plus en principe plus. de la santé publique. Puis ça, c'est l'autre gros problème qu'on a dans nos fameuses approches mur à mur au Québec, de dire la seule solution qui est bonne, c'est celle qui est préconisée par le gouvernement. Ouais. Dans tous les autres juridictions et de façon générale, c'est logique d'avoir ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Exemple, de dire la personne, pour X raisons, qu'est-ce qui arrive quand la personne ne peut pas se faire vacciner pour des raisons médicales ou religieuses, tu sais, que c'est un motif fondé. Bien là, à ce moment-là, pourquoi elle aurait un traitement différentiel? Pourquoi ce serait différent? On s'adapte mal à des cas spécifiques et ça cause beaucoup plus de dommages, je pense, que ça sauve de vie, malheureusement. Et c'est encore là, si on avait des débats, si on se posait des questions. Mais là, le problème, c'est qu'aussitôt qu'on pose des questions, regardez, moi, je reviens au passeport, tu es vacciné puis tu contestes, on ne comprend pas.
Pour les gens, c'est contradictoire. Ben oui, ça? parce que ça ne marche pas dans leur tête, parce que si tu es vacciné, tu es nécessairement pro-vaccin, puis si tu es pro-vaccin, tu es nécessairement anti-liberté. Il n'y a pas de zone de gris. Que les gens on devrait les mettre en prison, on devrait les attacher pour les vacciner de force. Ben, j'ose croire que c'est les plus extrémistes qui pensent comme ça, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions dans le milieu. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que les extrémistes ont des porte-voix très exact. Très forts. Ils crient plus fort que les autres. Et juste pour continuer, même juste pour donner des exemples avec l'incohérence juridique, les personnes, par exemple, qui ont des croyances religieuses très profondes ont le droit de prendre l'avion sans être vaccinées. Mais le gouvernement Trudeau n'avait pas dit qu'il ne reconnaissait pas les... Non, le gouvernement fédéral reconnaît justement l'exception de religion pour les gens qui ont donc des croyances de religion très profondes. Donc, ces gens-là, ils peuvent voyager même s'ils sont non vaccinés. Mais les mêmes personnes ne peuvent pas, par exemple, s'acheter quelque chose à Walmart. Ou à la SAQ. Ou à la SAQ. Ouais. Donc, ce sont les mêmes personnes. Donc, on est quasiment rendu que ça te prend une lettre du pasteur ou de l'autorité religieuse pour démontrer ta croyance sincère. Mais je pensais que ça prenait ça. J'avais vu, parce qu'il y a eu des discussions, puis il me semble que le gouvernement avait dit que ça prenait vraiment une preuve. Il fallait qu'on ait une preuve qu'on a des accommodements raisonnables au niveau de la religion. C'est-à-dire que maintenant, oui, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça. À l'époque, tu disais... mettons, tu allais à l'université et tu disais que tu ne pouvais pas suivre avant la pandémie. Avant la pandémie. OK. D'accord. C'est drôle de le préciser, tu sais, mais oui. Il y avait une vie avant. Donc, on pouvait à ce moment-là dire « j'invoque une croyance religieuse pour contester quelque chose » et généralement, ça passait à moins que la personne contre qui le droit est invoqué disait « écoutez, c'est pas sérieux ». Ouais. Exemple, quelqu'un qui avait dit à l'université qu'il était rastafarien, là, vous irez googler ça. Ouais. Mais tu sais que c'était des choses qui étaient manifestement ridicules, qui étaient pour éviter quelque chose. Et là, à ce moment-là, il devait aller devant le tribunal pour faire la preuve parce que sa croyance religieuse était contestée. C'est exceptionnel. Mais c'était exceptionnel. Généralement, tu disais, j'ai une croyance religieuse qui fait en sorte que, exemple, je ne mangerai pas tel repas. Ouais. C'est comme... On l'obstine pas, on l'accepte. On est au Canada. Ta croyance est exacte. Et on ne devrait pas avoir à justifier ses croyances ou ses principes. C'est ça. Bien, ça m'amène à ma prochaine question pour Maître Desrochers. Je voudrais savoir, est-ce que le gouvernement est en droit de nous forcer à prendre un traitement médical contre notre gré? Parce que là, c'est dans les discussions présentement. Vous parlez du vaccin? Je parle du vaccin. Alors, la réponse, c'est sans aucun doute. Parce que, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est en mesure de passer une loi, puis d'utiliser ce qu'on appelle la clause de non-obstant. Donc, de déterminer que les chartes des droits et libertés ne s'appliqueront pas. Puis, ils l'ont fait pour le port de signes religieux. Donc, c'est clair qu'on est en temps de crise, il y a une pandémie. Le gouvernement pourrait facilement utiliser ça, puis forcer la vaccination pour tout le monde. Mais généralement, par contre, les clauses non-obstant sont temporaires. C'est rare qu'elles sont acceptées par les tribunaux comme étant permanentes. Ça peut arriver. 3 ans. Mais ça pourrait être sans débat? Non, la loi sur la santé provinciale permet au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire, mais le gouvernement... Elle le permet? Oui, la loi sur la santé provinciale, qui est une loi du Québec, permet au gouvernement d'obliger la population à se faire vacciner. Mais ils ne se sont pas encore servis de cet article-là. C'est seulement en cas d'urgence sanitaire. Tous les décrets possibles dans une urgence... Oui, mais l'urgence sanitaire, il y a comme 8 alinéas pour dire c'est quoi qu'on peut faire comme décret. Et le premier dit on peut décréter une vaccination obligatoire. La raison pourquoi on ne le fait pas, à mon avis, c'est qu'on craint le test des tribunaux puis on craint le désordre social qui en dans les circonstances. Mais la loi permet au gouvernement le permet, mais ça, c'est la loi telle que présumée valide actuellement au Québec dit qu'on peut demander la vaccination obligatoire. Puis, est-ce que, bon là, mettons qu'on s'en va vers une vaccination obligatoire, est-ce que ça signifie que le gouvernement pourrait venir nous injecter de force le vaccin chez nous? Théoriquement, oui. Les modalités, les conditions, en fait, seraient établies dans le décret. Mais ce serait quand même une possibilité. La raison pourquoi on ne le fait pas, c'est imaginer comment ça serait difficile de gérer ça quand tu es rendu dans des vaccinations de 5 à 10 ans. Tu as la police qui débarque chez quelqu'un dans sa maison pour aller embarquer les gens et les enfants pour les amener à la clinique de vaccination, les menottes aux mains. Voyons donc. Non, c'est ça. C'est pas exactement. C'est impensable. Ça va être filmé. Là. Il y a des gens qui vont sortir leur caméra. Ça va passer à la télé. Mais par contre, aussi absurde que ce soit, c'est ce que la loi permet actuellement. C'est ça qui est terrible. Maître Manolé, selon vous, comment ça se mettrait en branle, une vaccination obligatoire?
Selon vous, ce ne serait pas aussi dramatique que ça? Donc, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Pour l'instant, la On en parle, vaccination, par contre. il y a des contraintes, en fait, présentement. Ouais. Donc, maintenant, on peut être contraint à se faire vacciner parce que, par exemple, on sera au congé sans solde C'est ça. ou on ne peut pas aller acheter... On ne peut plus aller chez Costco, SAQ. Il y a C'est de ça. plus en plus de commerces Donc, qui c'est étaient jugés contraignant. essentiels. C'est contraignant, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est la différence qu'il Exact. faut faire présentement. Mhm. Et quand même, cette loi a la possibilité qu'on donne au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire, elle doit rester là parce que je vous explique pourquoi. S'il y avait vraiment une urgence sanitaire où le taux de mortalité était de 60 70 Exemple, il y a une épidémie d'Ebola au Québec C'est où ça, 2 donc- personnes sur 3 Juste décèdent. la laisser faire. c'est pas la présence de l'article, en fait, qui n'est pas justifiée dans la loi provinciale. C'est juste la façon et l'opportunité d'appliquer ces mesures-là sur l'ensemble de la population, Le compte tenu des contexte. circonstances. Oui, c'est le contexte. Oui, je comprends. Vous alliez dire, vous alliez renchérir. Bien, je disais, exemple, puis elle n'a pas tort, là, il arriverait quelque chose, une épidémie comme de l'Ebola, mais exemple qui serait... Normalement, de l'Ebola, il faut comprendre que c'est moins contagieux. C'est moins Sur contagieux, la façon dont c'est mais fait. c'est Mais beaucoup plus mettons qu'il y aurait mortel. une variante Ouais. de COVID, exemple, mais qui aurait le même taux de mortalité que l'Ebola. Bien là, à ce moment-là, vaccination obligatoire, ce serait difficile de dire on est contre. Là. Mais Ouais. là, à ce moment-là, est-ce que les gens, jusqu'à quel point les gens résisteraient? Et c'est toujours la question du contrat social. C'est qu'à un moment donné, la loi, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale qui vient avec, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des débats en démocratie, C'est ça. si on fait des choses, on peut renoncer à des droits d'envie, mais encore faut-il qu'on comprenne pourquoi. Et tout est dans la façon de le faire. Et actuellement, le gouvernement est allé avec la méthode forte, avec des tactiques d'intimidation pour contraindre les gens, pour les forcer et pour et là où j'aime pas justement de la discrimination, de venir dire, bien, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est des pas bons, c'est des gens qui ne sont Oui. pas responsables socialement, puis on les traite de tout et non, puis on Ben, les fait même des parias. Trudeau a traité les non-vaccinés de racistes et misogynes là, en entrevue avec Julie Snyder à la semaine Particulier, ça. Je ne sais C'est pas ça. d'où ça sort. Tu sais, Ouais. c'est indigne d'un premier ministre. Je Ben, m'excuse. en fait, mais- même est-ce qu'il y a vraiment un fondement? Est-ce que légalement, le premier ministre peut se permettre de parler comme ça de ses concitoyens? Honnêtement, Il me semble qu'il y a eu même des plaintes à la commission je des droits pense de que la oui, puis personne. s'il ne le fait pas dans le contexte, parce que Il y a quoi, pardon? Il y a eu des plaintes à la commission des droits de la personne Ah oui? qui ont été faites. Donc, on aurait pu suite même à ces déclarations aller en... par Est-ce qu'on aurait pu rapport à ça. poursuivre le premier ministre pour... C'est- c'est ce que j'allais dire, c'est que s'il l'avait fait au Parlement, il y a une immunité pour ce qui est dit dans l'Assemblée pour permettre un délibéré naturel. Par contre, s'il le dit en dehors du Parlement, comme c'est le cas dans une émission, Ouais. là, oui, il peut être poursuivi personnellement, absolument. Oui, mais des recours en diffamation envers des groupes, je pense que c'est difficile. Puis il y en a des gens, des personnes de couleur qui disaient, ben là, on a tenu des propos contre les Noirs, mais là, oui, mais on ne visait pas vous personnellement, donc c'est Ouais. c'est difficile des recours comme ça. Et déjà au Québec, les recours en diffamation, généralement, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de ne les faites pas parce que les dommages valent tellement pas la peine, C'est puis ça. ils Vous obtenez sont une somme tellement nominale. difficiles que ça vaut juste pas le trouble. Est-ce que, si on rentre dans la vaccination, parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, là, on parle de vaccination peut-être obligatoire, peut-être pas, mais il y a toujours le consentement libre et éclairé, qui est quelque chose qui devrait être important quand on veut se faire vacciner. Là, c'est sûr qu'en allant vers une vaccination qui... Bon, on ne parle pas d'obligation présentement, mais il y a quand même une très forte pression pour se faire vacciner. Est-ce qu'on a un consentement libre et éclairé présentement? Le consentement libre et éclairé est une notion extrêmement vieille de common law qui existe depuis longtemps, qui s'applique à tout traitement médical. Aussi bénin soit-il, si on va jouer dans ton corps, c'est le gros bon sens qu'on t'explique qu'est-ce qu'on va faire dans ton corps, puis que tu acceptes les risques de ce qu'on va faire dans ton corps. Et même, à mon avis, je pense même une vaccination obligatoire, à mon avis, n'enlèverait pas l'aspect de consentement libre et éclairé. C'est sûr que l'aspect consentement serait un peu théorique parce que tu seras obligé par la loi, mais encore faut-il qu'il soit éclairé. Tu as le droit de savoir c'est quoi les effets En fait, il y a secondaires pas de d'un consentement traitement. si Tu as on le est droit de forcé. savoir c'est quoi le... Non, effectivement, mais c'est parce que les gens oublient beaucoup la partie consentement libre et éclairé. Même s'il n'est pas libre, ton consentement, encore faut-il. Ça, c'est légal. Là. Tu sais, moi, je fais un contrat avec toi, j'achète ton auto, puis tu ne me dis pas que ton auto elle a un paquet de problèmes. Oui, tu peux revenir. Je peux revenir contre toi, puis c'est la même chose. Tu sais, c'est d'autant plus important si tu vas m'injecter quelque chose dans le corps, même si c'est quelque chose qui est anodin.
encore, j'ai le droit de savoir ce que tu me mets dans le corps. Là. Non, mais il y a quand même, moi je trouve que de toute façon, on ne peut pas juger que pour l'ensemble de la population, le consentement n'est pas libre et éclairé présentement. Ça dépend Pour une personne, c'est ça dépend de la personne. Vous trouvez que présentement, le consentement est libre? Mais bien sûr, il y a des personnes qui donnent un consentement libre et éclairé à la vaccination présentement. Bien sûr, il y a des personnes qui ne donnent pas un consentement libre et éclairé. Si vous lisez la littérature scientifique, il y en a qui sont très informés, il y a des professionnels de la santé, donc eux autres, si leur consentement n'est pas éclairé, je ne sais pas ce que c'est. Exact. C'est sûr, c'est libre. OK, mais supposons un enfant Je qui va pense se faire qu'il y a une vacciner. différence entre la question d'être éclairé par soi-même, d'avoir fait les efforts de faire les recherches et les vérifications, et d'être informé par la personne qui va vous produire le traitement. Et normalement, même si vous êtes une personne informée, le médecin ou la personne qui vous traite médicalement est quand même obligé de vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Bien, OK, c'est ce que j'aurais pensé, c'est que c'est la responsabilité de la personne qui nous injecte ou du moins qui nous accueille le jour de l'injection de nous expliquer les effets secondaires potentiels ou c'est pas du tout leur c'est les médecins, généralement, qui doivent avoir la liberté et le devoir de donner les tenants aboutissants, donner les conseils. Où est-ce qu'on a un problème, c'est que les médecins reçoivent, en fait, à ma connaissance, on leur interdit de donner librement leur opinion sur la vaccination. Donc, eux reçoivent une énorme pression d'encourager, de promouvoir la vaccination. Puis même, ils ont reçu une feuille là, qui est recto verso, puis que c'est une checklist. Là. Donc, les cas où on peut donner l'exemption médicale, c'est extrêmement limité. Ce n'est pas le médecin qui va substituer son opinion à ça. Et pourtant, tu sais, le professionnel, la base d'être un professionnel, c'est d'exercer ton jugement professionnel et non pas d'y aller selon des critères préétablis comme un simple fonctionnaire qui va dire oui, non, non, oui, non. Oui, mon lien de confiance avec un médecin, je veux dire, j'ai de la misère quand le médecin, je veux savoir qu'il a la liberté de me dire c'est oui ou non qu'il le recommande et non pas, c'est essentiel. Il faut que je te dise oui. Imaginez la même chose pour un avocat, là. Je veux savoir c'est quoi mes droits. Ah, je peux juste te dire ceux-là, mais ceux-là, on peut pas en parler, tu sais. Mais est-ce qu'on peut parler de dérapage? Est-ce que c'est normal qu'un médecin puisse plus utiliser son pouvoir discrétionnaire? C'est clairement pas normal. C'est pas normal et ça fait problème. La problématique, c'est la problématique d'une approche coercitive, d'une approche de censure. On est capable d'avoir le même objectif. C'est toujours plus difficile quand il faut convaincre les gens. Mais c'est ça une démocratie. C'est la base, c'est de dire je ne ferai pas quelque chose contre mon gré. La même chose que je ne t'imposerai pas quelque chose à William ou à Natalia ou à toi contre votre gré. C'est tout à fait normal. C'est la base de la démocratie. Mais on rentre beaucoup dans les discussions de la vaccination chez les enfants. Puis ça soulève beaucoup de points de parents qui sont parfois séparés ou même ensemble, mais qui n'ont pas la même approche par rapport à vouloir vacciner leur enfant. C'est quoi les recours d'un parent s'il y en a un des deux qui ne veut pas faire vacciner son enfant? Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Bien, moi, en fait, évidemment, je pense qu'on sait déjà tous, on a même lu dans les journaux, pour ceux qui sont, je veux dire, sont pas avocats, on a déjà lu dans les journaux que les cours ordonnent la vaccination maintenant de façon systémique lorsqu'il y a une mésentente, un malentendu, une mésentente en fait, entre les parents quant à la vaccination des enfants. Et donc, c'est le résultat, c'est évident. Et moi, je suggère aux gens de ne même pas essayer présentement sans un biais médical. Si un médecin se prononce sur le fait que pour cet enfant-là, on ne devrait pas procéder à la vaccination, oui, ça vaut la peine de contester à la Cour. Mais s'il n'y a pas de biais médical. S'il n'y a pas de biais médical, s'il n'y a pas d'expertise médicale, s'il n'y a pas de caractéristiques personnelles à cet enfant-là, de ne pas se faire vacciner, c'est sûr que la Cour est toujours en faveur de la vaccination. Même s'il y a de plus en plus d'études qui démontrent des cas de myocardite chez les jeunes enfants, mais tout ça, ça ne pèse pas dans la balance. Non, c'est des fake news. Oui, OK. D'accord. Mais c'est parce qu'il faut voir aussi, la Cour s'exprime souvent à l'effet que c'est dans l'intérêt public. Ce n'est pas seulement le meilleur intérêt de l'enfant, c'est le meilleur intérêt de l'enfant, mais par rapport également à la santé publique. Ouais. Donc, c'est pour protéger la santé de la population. Il faut que les enfants se fassent vacciner. Donc, c'est ça le raisonnement également de la Cour. C'est pour l'intérêt individuel de l'enfant, mais également pour l'intérêt de la population. Il y a des règles de preuve à la Cour aussi. On ne peut pas juste déposer de la littérature scientifique qui vient à l'autre bout du monde. Exact. Donc, ça vous prend un témoin expert, ça prend quelqu'un qui va donner son opinion sur ce cas précis-là, qui va venir présenter la littérature, puis se l'approprier. Donc, c'est des problèmes pratiques importants. Et même pour les experts, c'est difficile parce qu'il ne faut pas se cacher que c'est une science qui est en évolution. C'est quelque chose qui est nouveau.
Et donc, les connaissances par rapport à ça changent, qu'on soit d'accord ou pas, changent et évoluent régulièrement. Et ça, c'est l'autre chose qui fait que les tribunaux vont avoir beaucoup de respect pour que le gouvernement fait, parce qu'ils vont dire, et ils vont par prudence, parce qu'on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Mais ça, c'est comme bien d'autres choses. Qu'ils vont vraiment par prudence? Parce qu'avec les enfants, on est allé quand même assez rapidement. Moi, je suis de l'école que trop, c'est comme passé. Ouais. Puis là, on est définitivement, ce qui me concerne, dans le trop. Oui. Parce que les enfants étaient très peu à risque. C'est parce que même l'OMS ne recommandait pas, disait, et ça, j'en ai parlé en entrevue, c'est qu'à un moment donné, même si on avait 100 de vaccination, si le Burkina Faso, par exemple, en a 30, ben il va se développer des variants là-bas qui vont venir ici pour lesquels le vaccin ne nous protégera peut-être pas. C'est pas une panacée, le vaccin. Et c'est pour ça que j'aime pas l'approche de dire c'est la solution de tout le miracle, on vous promet de la liberté, comme le chien de Pavlov avec la clochette, vous allez pouvoir retourner au restaurant, au cinéma si vous vous faites vacciner, comme si ça allait régler tous les problèmes. Alors que c'est une crise avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et encore là, je sonne comme un disque rayé, mais il est là l'importance d'avoir un débat. Il faut que ces informations-là sortent. Et si on veut qu'une information contraire sorte, la raison pourquoi il y a un parti d'opposition, même quand un gouvernement est majoritaire, puis pourquoi il y a une période de questions, c'est pas juste pour passer aux nouvelles pour aller chercher des votes. C'est pour que le membre de l'opposition vienne dire ce que le gouvernement n'a pas intérêt à sortir. Et là, actuellement, ce débat-là, il est absent. Il est inexistant. La vaccination des enfants, je comprends pourquoi ils le font. Puis, je veux dire, légalement, c'est correct, mais quand on empêche un parent non vacciné de voir son enfant, puis là, on ne dit pas de réduire ses droits d'accès. Tu sais, on a vu dernièrement un père qui avait une fin de semaine sur 2, puis qu'on lui dit « tu ne vois plus ton enfant ». Parce qu'il n'était pas vacciné. Parce qu'il n'est pas vacciné. C'est dans la même catégorie, là. Légalement parlant, là, c'est dans la même catégorie que les parents abuseurs sexuels. Là. Parce que pour interdire à un parent de voir son enfant, même, parce qu'il y a même ce qu'on appelle des droits, puis je ne suis pas un avocat en droit familial, mais Maître Manolé me le confirmera, on peut prévoir des droits d'accès supervisés. Si on considère que le parent est dangereux, exemple, c'est un parent violent, on va dire qu'il va avoir une technicienne en éducation spécialisée ou ça va être dans un centre spécial pour ça, mais on n'empêchera pas le parent, c'est un droit plus que fondamental que le parent puisse voir son enfant. Donc là, ça veut dire qu'un parent, supposons, qui est violent avec son enfant ou qui est pédophile, a quand même plus de droits qu'un parent non vacciné? Ça dépend maintenant du dossier. C'est pas si clean cut que ça, mais c'est dangereusement proche, à mon avis. OK, je comprends. Et c'est ça que j'aime pas parce que... C'est une analogie pour qu'on comprenne la gravité de cette décision-là. Et je parle, exemple, le parent violent, là, ouais. il ne peut pas se faire tester pour voir s'il est violent ou pas. Là. Non, le parent non vacciné peut se faire tester, voir s'il est négatif, puis il ne pose pas de danger ni pour son enfant, ni pour l'autre parent. En quoi c'est différent que d'être vacciné? C'est même mieux qu'être vacciné parce que le test est plus fiable que le vaccin. Effectivement. Un test négatif, c'est plus sécuritaire qu'un vaccin. Oui, c'est ça. On a les preuves maintenant qu'on peut quand même transmettre, même si on a Tout à fait. le vaccin. Là. Tout à fait. J'aurais une question. C'est un des arguments que je plaidais dans mon dossier du passeport, de dire pourquoi le passeport n'est pas bon, c'est qu'il crée un faux sentiment de sécurité en faisant croire aux vaccinés qu'ils peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi, puis plus faire attention du tout. Mais d'ailleurs, en France, c'était ça la nuance, c'était un pass sanitaire en France. Puis avez-vous remarqué que le passeport n'a pas empêché la recrudescence qu'on voit actuellement? Je ne suis pas un expert, mais ça aussi, il y a de quoi de malsain à dire, il y a juste les experts qui ont le droit de parler. Tu as le droit de faire un constat, et dans une société libre, tu as le droit de me ramener à l'ordre en disant « tu connais rien, tu n'es pas un expert, voici pourquoi », et je vais faire « ah ». Et c'est comme ça que le discours évolue et qu'on avance socialement. Mais on devrait avoir le droit de discuter, somme toute, même si on n'est pas des experts en la matière. On est quand même tous touchés par ça. Alors que là, si je dis « ah ben non, le vaccin protège »,« ah, t'es un anti-vax, t'es un conspirationniste, t'es un ci, t'es un ça ». Les étiquettes fusent vraiment très rapidement depuis 2 ans. Au moment d'enregistrer notre épisode, on parle de plus en plus d'imposer une taxe aux gens qui ne sont pas vaccinés. Jusqu'à quel point c'est réaliste dans notre système de santé de faire ça? Mais là, on a un problème, selon moi. Puis tantôt, on parlait des incohérences. Mais tu sais, la COVID, c'est quand même une petite partie des ressources hospitalières que ça l'utilise. Donc là, on compare avec un fumeur, un buveur, un obèse. Donc, tous ces gens-là ne payent pas de taxe santé. Alors, pourquoi est-ce qu'un non-vacciné doit en payer une? Sauf les fumeurs. Les fumeurs, ils le payent dans leur paquet de cigarettes. Puis, mais encore là, tu sais, on taxe le produit, on taxe pas la personne. Pour moi, c'est une nuance importante là, quand tu dis,
une personne, le statut médical d'une personne. Et ça, j'ai un peu plus de difficulté avec ça que quel produit ils décident de consommer, parce que pas tous les fumeurs qui fument 10 paquets par jour puis qui vont nécessairement faire exploser le système de santé. On en connaît tous des fumeurs qui ont vécu jusqu'à 100 ans et qui n'ont jamais été malades. Même chose pour les obèses qui mangent du McDonald's à tous les jours. Ils ne sont pas tous à l'hôpital. Mais comme tous les non-vaccinés ne sont pas à l'hôpital non plus, là, on peut rentrer là. Puis ça, c'est l'autre mythe que certains médecins ont déjà déboulonné, de dire qu'il faudrait arrêter de toujours blâmer les non-vaccinés. C'est pas simple comme ça. Et tu veux gérer une crise comme ça, il faut que les gens soient solidaires. Il faut que tu amènes tes gens à se serrer les coudes et à ne pas se voir comme étant l'ennemi de l'un et l'autre. Et ça, encore là, c'est ce que je déplore beaucoup. Parce que la base, encore là, légale d'une société comme la nôtre, c'est la diversité, la vraie. C'est la diversité d'opinions, de croyances, de principes. C'est ça qui nous rend plus forts. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait, selon vous, Maître Desrochers? Ah, certainement. Ben oui, c'est quelque chose qui va être facile même à mettre en place. Là. En particulier pour les salariés qui, normalement, reçoivent un retour d'impôt. Le gouvernement va se payer directement dessus. Ils vont le retenir à la source. Et c'est plus dur à contester, ce genre de mesures-là, que des mesures plus restrictives comme le passeport. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que parce que ça va à l'encontre également de la loi canadienne sur la santé qui prévoit qu'il y a un système de santé gratuit pour l'ensemble de la population canadienne. Donc, ça contredit non seulement en fait, la Constitution, si on veut, mais également la loi canadienne sur la santé. Que tout le monde devrait avoir droit à un service gratuit, peu importe. Gratuit. Et ça amène à un autre point important qu'on oublie tous et qui passe terriblement sous le radar actuellement. C'est la confidentialité des données médicales. Ouais. Ton état de santé, ça ne regarde que toi. Tu n'as pas à le divulguer. Donc là, tu vas être obligé de le divulguer pour des fins fiscales. T'sais, imaginez demain matin, là on parle, c'est sympathique, des taxes sur le tabac parce que justement c'est les fumeurs. Mais imaginez demain matin qu'on dit il y a beaucoup une recrudescence de VIH au Québec. Et là on dit c'est lourd pour le système de santé, les traitements. Puis là, à ce moment-là, on va dire on va taxer les gens qui ont le VIH. Juste le dire, c'est choquant de l'entendre. Mais quand on parle d'un non-vacciné, c'est comme, c'est normal. On a parlé justement de la recrudescence. Ça, c'est important. Le contexte. Dans quel contexte on est. Il y a une pandémie. Donc, il y a une pandémie. Jusqu'à date, c'est beaucoup ça, les recours aussi. C'est que la pandémie justifie presque tout. Mais d'où viennent les coûts? Quand la moitié actuellement des infirmières sont occupées à donner des vaccins, c'est pas à cause, c'est à cause des non-vaccinés. Tant que tu n'as pas reçu le vaccin et tu es non-vacciné, tu vas me dire, mais comprends-tu que il y a énormément d'efforts qui sont là aussi pour s'occuper de donner les vaccins aux gens, pour faire du dépistage. Et tout ça n'a rien à voir avec les gens qui refusent, à tort ou à raison, de se faire vacciner. Et ça, c'est là, les coûts les plus importants de la crise. On s'entend qu'ils sont beaucoup plus là actuellement que le fait qu'il y a peut-être certains non-vaccinés qui ont eu un peu plus de complications que s'ils avaient été vaccinés. Comment tu essaies d'évaluer ça? La taxe santé, là, on irait vraiment sur un terrain glissant. Ça créerait un précédent. Puis là, dans le futur, le gouvernement pourrait se sentir légitimé. Exact. À chaque fois qu'on a un problème X, et c'est le danger. La cigarette ou d'autres choses, bien là, on impose une taxe particulière pour ces gens-là. Et le danger de ces crises-là, c'est que on baisse notre garde au niveau de la défense des droits civils. Et là, après ça, effectivement, on est prêt avec ces précédents-là. Puis là, quand ils vont être sur des choses plus odieuses, ils vont dire « Ah ouais, mais là, le juge un tel a dit que c'était correct. » Ça crée des précédents. Parce que dans le cas de la COVID, c'était correct. Et ça, effectivement, c'est un terrain glissant. Mais le problème, si vous me permettez, en fait, le problème, c'est qu'on peut se prononcer maintenant juste en principe, en théorie, mais sans connaître exactement les conditions, les modalités, parce qu'il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'arrêté ministériel en place pour l'instant. Donc, c'est difficile de se prononcer sur, par exemple, la confidentialité. Est-ce que ça va être le comptable qui va nous demander le statut vaccinal? Les détails ne sont pas là. Le montant aussi. Ça, on ne connaît pas les modalités, on ne connaît pas les conditions. 250, et il y a 500, il y a une autre réalité très terre-à-terre qu'on oublie aussi. Quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus de non-vaccinés chez les gens de minorité et les gens plus pauvres. Qu'est-ce qui arrive s'ils n'ont pas le moyen de payer la taxe? Ce sont déjà des gens en difficulté parce qu'on s'entend que c'est pas tout noir et tout blanc, ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'il faut attendre l'arrêté ministériel ou le décret pour voir exactement quels sont les droits qui sont violés, par exemple.
Et là, à ce moment-là, il pourra avoir des recours. Mais si on ne connaît pas les conditions, les modalités, c'est difficile de contester à l'avance. Oui, je comprends. Même... On dirait qu'on se prépare déjà. Hypothétique. En fait, on veut juste savoir un peu jusqu'à quel point, parce que c'est quand même choquant en tant que citoyenne d'entendre un gouvernement parler. Moi qui paye beaucoup d'impôts, ça devient frustrant à un moment donné parce que j'ai pas de médecin de famille. Tu sais, il y a tout ce problème-là autour du fait que notre système de santé était déjà défaillant. J'ai un bébé, à chaque fois qu'elle a été malade, j'ai pas réussi à avoir des soins. Pour elle, ça a été très compliqué parce qu'elle n'a pas de médecin. Mais tu as besoin d'une garderie. Oui, bien ça aussi, je l'ai vécu parce que non, mais c'est ça, on rentre dans le fait que nos systèmes, qui étaient déjà défaillants, comme je disais tantôt, ont craqué sous le poids de la pandémie. Mais le problème est beaucoup plus large. Donc oui, c'est vrai qu'on pourra traverser le pont quand on sera à la rivière, mais c'est toujours bien de se poser les questions avant pour se préparer, au moins se faire un esprit critique. C'est le danger de ces crises-là, c'est que ça devient très difficile de, justement, ce que l'exercice que les juges doivent faire, je ne les envie pas, de séparer le légal et le politique. Oui, puis c'est intrinsèquement lié. Tout à fait. Mais je dois vous dire, par contre, j'ai eu un dossier très intéressant, également d'intérêt public, et je suis contente, en fait, j'étais super contente du fait que, justement, le droit a gagné sur le politique. Donc, moi, j'ai quand même confiance. Vous faites référence à quel dossier? Est-ce que c'est un qu'on a parlé aujourd'hui? Non, c'était un dossier séparé, mais c'était justement... Oui, c'était autre chose, mais c'était justement le politique contre le droit. Et tant la Cour supérieure que la Cour d'appel se sont prononcés en faveur du droit. OK, donc il y a de l'espoir. Et c'était même contre l'intérêt public, l'opinion publique, la politique. Donc, moi, j'ai confiance. Vous êtes une bonne avocate, du moins, c'est ce que ça dit. mais sinon, moi, je trouve que quand même, il y a eu la bonne séparation. En fait, il y a eu une illustration de la séparation des pouvoirs. Et donc, j'ai constaté que c'est pour ça, en fait, que j'ai plus de confiance peut-être dans le système judiciaire à cause de cette cause où le droit a gagné, l'a emporté sur la politique. Ça donne espoir du monde. Pour clarifier les choses, le gouvernement, tout ce qu'il peut faire, en fait, c'est de tracer la ligne. Est-ce que c'est raisonnable ou pas, cette mesure-là? Il ne peut pas substituer sa propre opinion d'aucune façon. Donc, on pourrait avoir un gouvernement très libertarien qui aurait laissé les gens à eux-mêmes, puis qui aurait voulu plus de mesures, puis les tribunaux auraient été dans la même situation. Ils auraient été obligés de dire, bien, je dois de déférence au gouvernement. Il est élu, donc comme la c'est à lui Floride de de Texas. décider. Exact. Parce que le juge est là pour tester la loi et non pas l'intention derrière la loi ou la politique qui a justifié la loi. Et moi, personnellement, ça, c'est important que les gens le sachent. Je suis d'accord aussi que la seule chose que je reproche actuellement aux tribunaux, c'est la lenteur. Oui, je comprends. Mais outre ça, ils font bien leur travail. Les jugements qu'ils ont rendus, même dans ceux qu'on a perdus, étaient des jugements étoffés, des jugements où on était rationnel, où on ne tombait pas dans la sentimentalité, dans la politique. Oui, on a le droit d'être en désaccord. Je déplore certains éléments. C'est normal, c'est notre rôle comme avocat. On va faire le débat de ces jugements-là. On va les porter en appel s'il le faut. Mais j'ai pas vu des choses, à part en familial, où vraiment, là, il y a des choses qui me dérangent beaucoup. Et ça, j'espère qu'il va y avoir c'est pas des décisions faciles, c'est des décisions qui doivent être rendues rapidement, mais j'espère que la Cour d'appel va intervenir rapidement pour ramener les pendules à l'heure. Mais ça m'amène depuis tantôt, on parle de toutes ces choses-là qui sont des mesures exceptionnelles parce qu'on vit une pandémie, parce que c'est du jamais vu, on n'a jamais eu à traverser une crise comme ça, comme humanité. Ça m'amène justement à la question de la censure parce que juste, on a eu la chance de s'entretenir avec des scientifiques, on a parlé de la question, est-ce qu'il y a une pandémie, est-ce qu'il y a vraiment une surmortalité? Donc, c'est des questions qui se posent. Puis donc, ça fait en sorte que les mesures deviennent de moins en moins justifiables, du moins. On a de plus en plus de scientifiques qui essaient de parler, qui se font beaucoup étouffer, qui se font censurer. Là, le mot est fort, mais c'est ça qu'ils vivent quand même. Donc, ça devient difficile d'avoir une diversité de points de vue. On parle de débat depuis tantôt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux aussi en lien avec la liberté d'expression dans ce qu'on vit présentement dans les médias? C'est clair, clair. Il y a beaucoup de censure et d'autocensure aussi. Oui. Des fois, c'est pas des gens qui sont nécessairement censurés, mais qui ont juste peur de parler parce que la pression sociale. Donc, c'est la société qui s'est un peu imposé ça à elle-même. Exact. Et comment voulez-vous qu'on fasse un débat sain si on ne peut pas parler? Il n'y a juste aucun débat. Et ce qui est particulier, en plus, c'est que
La censure se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on a des géants américains, Facebook, YouTube, qui censurent les gens. Donc, puis là, on est en pandémie, tout le monde est en virtuel. C'est quel pourcentage du débat public qui est sur les réseaux sociaux? C'est gros. Presque tous les gens sont là maintenant et on le sait, je veux dire, même les médias traditionnels perdent de plus en plus de place de marché vers les médias sociaux. Mais le problème de censure est d'autant plus important parce que c'est pas le même genre de médias. Il y a un paquet d'aspects légaux dans lesquels je ne rentrerai pas, mais ce qui est important de dire, c'est que demain matin, là, tu fais un post en disant « j'ai eu la COVID », tu vas avoir le petit avertissement « attention, ce post mentionne la COVID ». C'est des algorithmes, c'est pas des humains, il n'y a pas le même jugement et le problème, c'est que les algorithmes sont faits pour jouer sur les émotions, pour te garder accroché à ton écran. Effectivement. Pour que tu regardes les publicités. Donc, et de plus en plus, on le voit dans le débat, et c'est ce qui rend notre travail d'avocat de plus en plus difficile, parce que les gens sont très, très, très émotifs, et il y a de moins en moins de factuel et de rationnel dans le discours. C'est difficile d'avoir un débat quand j'ai absolument raison et tu as absolument tort. Oui, pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Tu es un cave, tu as tort. Puis moi, j'ai raison, je suis dans le droit chemin parce que j'écoute ce que les gens, les bonnes personnes me disent. C'est pas ce que la personne dit, c'est qui le dit. Et ça, c'est très malsain. En fait, ça me fait penser même parce qu'on parle de scientifiques qui ont été, soit qui ont eu très mauvaise presse, là, je pense à professeur Raoult, Dr Perron, en tout cas, il y en a plein, mais il y a aussi carrément des nouvelles qui sont difficiles à rapporter, comme je pense juste à la fuite de la théorie là, que le virus aurait fuité dans un lab de Wuhan. La première année, c'était considéré par Facebook comme une théorie du complot, donc toute nouvelle qui rapportait ça était automatiquement supprimée. Tu disais ça, t'étais un conspirationniste. Oui, c'était une théorie du complot. Maintenant, c'est la théorie la plus plausible. Ça veut dire que pendant un an, on n'a pas pu vraiment l'explorer. Qu'est-ce que ça représente comme pour notre société? Il y a quelque chose de dangereux. D'ailleurs, le simple terme que moi, je déplore d'utiliser, théorie du complot, conspirationniste, encore là, fait un jugement de valeur sur la personne et non pas sur ce qu'il ou elle dit. On fait pas l'exercice, on fait même pas l'exercice d'aller voir si ce qui est dit peut être vrai ou pas vrai. Du moment où c'est pas le discours dominant, c'est discrédité. On est rendu au point que vous critiquez le gouvernement, puis vous êtes un complotiste. Là. Tout à fait. C'est quoi être un complotiste à un moment donné? C'est un terme un peu fourre-tout, en fait. Ça. Et un égoïste. Tu t'en vas contester. Hey, nous autres, on fait notre devoir de citoyen. Hey, ça paraît bien, ça. Ah, mais là, toi, tu contestes ça, puis tu protèges les gens. Écoute, je suis un avocat, là. Pourquoi qu'il y a des avocats qui protègent des meurtriers? Parce qu'on a un système de justice qui est là pour être sûr qu'il n'y a pas d'innocent qui va aller en prison, puis qu'on aime mieux voir une personne coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est ça, la base de notre système de justice. Oui, des fois, c'est choquant. Mais c'est important parce que quand tu es la personne innocente qui a passé toute sa vie en prison, vous aurez des discussions avec ces gens-là qui ont été 20 ans en prison pour après ça que, pour X raisons, tests d'ADN et tout ça, sont ressortis puis poursuivent le gouvernement pour des millions. Il y a une raison à ça, ça ne devrait pas arriver. Et c'est la même chose. Que tu sois d'accord ou pas avec le fait qu'une personne refuse le vaccin, elle a les mêmes droits que toi. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas une question d'être d'accord ou non, mais on ramène toujours avec le fait qu'on vit une pandémie, qu'on a un effort collectif à faire et donc il faut comme se rallier au consensus. Et bon, c'est souvent ça qu'on nous dit. Puis ça arrête où? Ça arrête où? L'obèse qui coûte trop cher au système de santé parce qu'il ne fait pas d'exercice, là, il est égoïste. Oui, c'est ça. Quoi, on peut aller très loin. C'est faire du jogging à tous les jours. Ça serait intéressant de fouiller dans l'histoire un peu, dans les 2 premières guerres mondiales, ceux qui ont essayé de s'opposer peut-être à la conscription, par exemple. Puis, mais là, tu tombes dans des comparatifs dangereux. Des humanitaires de gauche, je ne sais pas, mais qui auraient pris des actions. Non, mais c'est vrai. Envers et contre tous. Tu sais, regarde, le classique de faire la comparaison avec l'Holocauste, voyons donc, on tue pas du monde, puis ça n'a pas de sens. Non, mais regarde, c'est-tu une des premières mesures qui a été prise contre les Juifs en Première Guerre mondiale? Les empêcher d'aller dans certains commerces? Même pas. Bien avant ça. Il y avait juste le droit d'avoir un maximum de 500 $ en argent chez eux. Ah oui? Et ils devaient absolument avoir tout leur argent déposé dans une banque allemande. Qui contrôlait leurs avoirs. Ça a commencé très tranquillement. Puis là, ils cachaient leur argent dans des pattes de chaises. Même chose avec les tableaux, les peintures qu'ils avaient à la maison, Tout à fait. les œuvres d'art. Tout à fait. Puis là, tu as l'air d'un espèce de parano parce que là, il fait des parallèles avec Hitler. Ça y est, c'est ce genre de gars-là. Mais en fait, c'est facile de mettre des étiquettes. On est vraiment à l'ère des étiquettes. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est que ça verrouille totalement le débat. Puis c'est beaucoup promu dans les médias. Ça m'amène aussi à ma prochaine question qui est en lien avec tous les stéréotypes, puis aussi le discours très clivant là, qu'on voit. Tu sais, Patrick Lagacé qui a fait, même Denise Bombardier qui fait carrément des appels à la guerre contre les non-vaccinés. Là, ça peut être interprété de plusieurs façons. Qui seraient impensables et qui auraient été critiqués. Mais
Mais justement, en fait, ma question, c'est est-ce que, parce que moi, ce que je comprenais, c'est que la liberté d'expression avait quand même une certaine limite, là, quand on parle de publier dans un journal. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire d'appel à la haine, à la violence, ce genre de choses-là. Est-ce que... C'est une limite, la Cour suprême l'avait dit, en fait. Puis là, on ne se demande même pas si l'atteinte, elle est justifiée. On ne fait même pas le test de charte. En fait, la liberté d'expression ne protège pas le discours haineux. Non. Point. Donc, l'incitation à la violence, le discours haineux, on ne protège pas ça d'aucune façon, jamais. La seule Mais problématique, c'est de mais là, définir présentement, on le qu'est-ce vit, qu'est un là. discours haineux. C'est pas C'est toujours ça. si simple que ça. Un discours haineux, c'est vraiment quelque chose qui appelle à la violence ou... Mais un appel à la guerre, je veux dire, le mot est quand même fort. Pour moi... Ça dépend. La guerre est souvent utilisée de façon figurative. Qu'est-ce- Tout est question du contexte. Donc, dans ça veut lequel dire c'est qu'il faut dit. toujours le débattre, c'est ça? Si tu n'amènes pas les gens à dire on devrait tuer ces gens-là. OK, il Ils devraient tous faudrait que mourir. Denise Bombardier le Pour dise moi, textuellement. je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. OK. Là, j'ai l'air contradictoire, mais c'est le prix à payer encore là, parce que le problème, c'est que plus tu étires la notion, plus tu mets du pouvoir dans les mains d'une personne qui va être capable de dire qu'est-ce qui est acceptable de dire ou de ne pas dire en société. Comme par exemple la pornographie juvénile. Donc ça, c'est par exemple une limite qu'on met à la liberté d'expression. Ouais. Mais quand même, la liberté d'expression, oui, elle s'applique des deux côtés. C'est ça. En faveur de la vaccination et des personnes vaccinées et également en faveur des non-vaccinés, Exact. de la non-vaccination. Mais là, ce qu'on vit présentement, c'est qu'il y a vraiment Puis je veux dire, une il y a- promotion. Et dans les gens contre- qui s'opposent, il y a des discours tout aussi déplorables. Tu sais, il y en a des deux côtés. ils ont- Tu sais, La tribune est peut-être moins grande. c'est certain. Non, mais pour moi, que tu le dises à 2 personnes ou à 1000 personnes, c'est la gravité de ce que tu dis n'est Des pas... propos, oui, tout à fait, ça, C'est- je l'accorde. Ultimement, ça revient à ce que les gens qui ont ce discours-là se sentent légitimés. Ils Ouais. sentent que c'est la bonne chose à faire. C'est ça. Ils sentent Le qu'ils danger font est beaucoup plus la chose là. juste. C'est Ceux que qui ont c'est tort, correct. c'est ceux qui refusent le C'est vaccin. ça, exact. Ah oui. C'est ça. Et c'est là toute la mesure, et ça, c'est une notion qui a torturé les tribunaux depuis longtemps, jusqu'où on tolère. Parce que tu sais, tu as le droit de Mais détester puis ça a toujours quelqu'un été puis de une le traiter question de tout et non. immense. Peut-être qu'il il est peut-être détestable. là. Puis Tu sais, cette peut-être qu'il question-là court après. remonte. Mais est-ce qu'il y a une différence en dire c'est un ci, c'est un ça, je le déteste, puis s'il mourrait, je pleurerais pas. Ouais. Hey, c'est terrible de dire ça. Ouais, mais c'est pas la même chose de dire si j'ai la chance, moi le tuer, ou bien tout le monde devrait le tuer. C'est deux discours complètement différents. Oui. Et toutes tes notions, et ça, c'est terriblement joué dans le contexte. Et normalement, à moins que ce soit vraiment une incitation à de la violence ou à de la haine, généralement, on va être prudent et on va pencher vers la liberté d'expression, ce qui, à mon avis, est la chose à faire. Mais donc, Mais ce que je ça va comprends loin. de votre Ça va point de très vue, loin. Maître Mercier, c'est que vous considérez en ce moment qu'on n'a pas forcément franchi la ligne avec Pas- ces... À mon avis, ce qu'on voit là, je ne pense pas que ça passerait le critère de discours haineux au sens du Code criminel canadien. C'est mon opinion, je peux me tromper. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce Vous qu'il voulez dit dire, là. supposons qu'on poursuivait, là. Je le déplore au plus haut point, mais demain matin, vous allez faire une plainte à la Sûreté du Québec en étant un non-vacciné, en disant cette personne-là fait un discours haineux contre moi. Je sais pas, il faut que tu fasses la preuve hors de tout doute raisonnable Ça, c'est en qu'il a criminel, mais tu peux encouragé faire un la recours haine et tout civil. ça. C'est exact, Ok. et ça Il y a aussi, une c'est un nuance. autre nuance. C'est quoi là. la nuance? peut-être pas Pour d'incantation. ceux qui beaucoup plus connaissent difficile pas. au criminel. C'est ça, parce que, mettons qu'on parle du civil, la nuance, ce serait quoi? Juste La pour, civile, c'est du droit privé. En fait, c'est vous contre, je sais pas, Denise Bombardier, mettons. disons Exact. par exemple. Exact. Et puis le code criminel, c'est en vertu du code criminel, c'est le gouvernement. Vous faites une plainte, par exemple, à la police, et la poursuite intente une action contre l'accusé, voilà. Donc ça c'est criminel, Ouais. Il faut prouver hors de tout doute raisonnable. Mais en civil, ça c'est juste un petit peu plus que 50%, C'est suffisant. ça. Que c'est Ah, plus ok. probable qu'improbable. OK, En OK. civil, on se demande si c'est du discours haineux Mais, ou pas. tu sais- En criminel, ça prend l'intention. C'est ça. Ah, c'est l'intention ça. criminelle qu'il faut La La prouver. différence est importante. Oui, C'est ça, important oui. que les gens le comprennent. Et l'autre chose, qu'on se comprenne bien, je le déplore, ce discours-là. Et ce que je déplore beaucoup actuellement, c'est le double discours, le double standard. C'est-à-dire que tu as le droit de dire des horreurs plus que tu pourrais contre certaines personnes. Ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, là, on le voit avec la culture de cancellation et tout ça, la liberté d'expression est malmenée. Ça, c'est un autre gros sujet. Oui, mais toute cette censure-là Ouais. découle en partie de ça. C'est c'est un que trouble tu as de le droit de société. traiter. Si c'est dans cette gang-là, on peut tout faire, tout dire. Puis ça, pour moi, là, tu flirtes dangereusement avec du discours haineux quand tu es rendu là. ouais. Versus de dire des choses abominables, mais généralisées, là, Oui, oui, oui. tu sais, ou sur une personne spécifique et non pas sur
une catégorie de personnes. Est-ce que vous avez d'autres choses à répondre par rapport à ça? Ou Moi, je vous dirais d'ailleurs, les gens à la maison, là, faites l'exercice, là, remplacez non vacciné par femme. Bien, en fait, personne c'est de ça. couleur. Mais tout à fait, mais c'est ça, c'est ça le problème. C'est parce que là, on a autorisé à publiquement détester un groupe de la population, mais ça amène quand même une certaine ségrégation. Ça amène Mais je vais plus loin que ça, juste pour le remettre en perspective. Fais vraiment l'exercice de relire le même texte, puis à toutes les fois que tu vois non vacciné ou anti-vax, de le changer par une minorité protégée. Et là, tu relis le texte, puis tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens ce qui est dit là-dedans. Mais non vaccinés ne sont pas une minorité protégée. Bien, ça dépend. C'est tout le Ça dépend si on est capable de le relier à un motif de discrimination. Parce qu'oubliez pas une chose, actuellement, la plupart des gens, ceux qui restent, qui ne sont pas vaccinés, ne se font pas vacciner généralement par principe. Puis la Charte québécoise prévoit la protection des principes. La liberté de conscience. C'est un droit qui a été peu utilisé. C'est quoi la liberté de conscience? La liberté de conscience, c'est un peu d'avoir des convictions profondes, mais qui ne sont pas liées à une religion ou au vin. Exemple, tu es une personne très spirituelle ou une personne qui croit dans les produits naturels puis qui préfère aller vers les produits naturels que les vaccins. Et moi, les personnes qui m'ont dit ça, j'ai dit, effectivement, tu as le droit. Tu devrais avoir le droit. Parce que, tu sais, si on se demande, est-ce que le statut vaccinal, c'est quelque chose qu'on peut changer? Oui, mais à quel prix? Donc, quand on est rendu au point où c'est la liberté de conscience, c'est le droit à l'intégrité, bien là, il faut que vous renonciez à être vous-même. Vous renoncez à être qui vous êtes pour changer votre statut vaccinal. Donc, c'est là il faut se demander si le droit à l'égalité entre en cause ou pas. Et c'est là que moi, je m'inscris en faux en disant, celui qui refuse le vaccin, l'égoïste, non, c'est celui qui exige que le non-vacciné se fasse vacciner pour lui. Mais puis il y a aussi, on parle de ça depuis tantôt, mais il manque la nuance que souvent des personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est pas forcément des personnes égoïstes qui se foutent du reste de la population, qui sont en mode rébellion contre l'autorité. Il y en a qui sont immunosupprimés, il y en a qui ont le cancer, il y en a qui ne peuvent pas recevoir le traitement. Tu sais, il y en a qui ont de très bonnes raisons de refuser la vaccination. Et tous les motifs qu'on ne connaît pas, le principe encore là du droit puis d'une société démocratique, c'est de dire, c'est pas les motifs auxquels on pense qui sont problématiques, c'est ceux qu'on n'a pas imaginés. Moi, je suis convaincu que dans quelques années à peine, on va regarder ça avec du recul, puis les gens vont être dégoûtés. En ce moment, c'est dans l'air du temps, c'est la mode, c'est la pandémie, mais à un moment donné, on va réaliser, wow, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis convaincu de ça. Actuellement, c'est bon chic, bon goût d'être pro-mesure. Oui. On pourra se reparler dans quelques années, j'espère, puis voir si ça a changé. Mais du moins, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour qu'on puisse apporter des nuances, puis que les gens puissent être un peu mieux informés sur leurs droits, parce qu'on est quand même des citoyens, on a des droits, on a des libertés, et on les connaît pas souvent. Donc, merci d'avoir fait le point. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je tiens à rappeler qu'à Juste pour savoir, on vous encourage à respecter votre santé et celle des autres. On vous encourage aussi à vous poser des questions et remettre les choses en doute quand elles vous paraissent incohérentes. Merci d'avoir été là.